beaucoup. Merci à la ville de Fribourg. Merci tout particulièrement à Natacha, son service culturel. Je suis très heureuse de connaître Fribourg. J'étais venue souvent en Suisse. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas passée à Fribourg. Et c'était une erreur grave voilà, qui est réparée. Et donc, je vais essayer de vous proposer quelques réflexions. J'espère qu'elles ne seront pas trop détachées des préoccupations que vous pouvez avoir, en partant peut-être du général et puis pour aller vers le particulier. Peut-être un premier point, moi, qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point la culture est tout à la fois centrale dans le débat public, souvent instrumentalisée, et puis à d'autres moments, bon, on la range dans son placard. C'est frappant en France en ce moment avec notre crise des Gilets jaunes, et on voit bien, on a ouvert un grand débat national, et dans ce grand débat national, le terme culture n'est pas présent. Alors, ce moment est caractérisé par l'emprise de l'économie. Je pense que vous le ressentez aussi. Hein. Partout, on essaye de marier, pour le meilleur et pour le pire, l'économie et la culture. Je crois que c'est très important de le faire, mais tout en ayant en tête, et je voudrais insister là-dessus tout au long de ma présentation, sur le fait que l'efficacité d'une politique culturelle ne saurait être mesurée simplement à l'aune des retombées économiques de cette politique culturelle, même si elles sont importantes. On crée des emplois, on crée ce qu'on appelle, nous, en économie, des externalités, mais on investit dans la culture aussi pour la culture, pour le vivre ensemble, pour le patrimoine, pour le lait aux générations futures, etc. Alors, il me semble que la période présente est caractérisée au moins par 5 mouvements. Le premier, c'est l'immédiateté et allant de pair avec l'immédiateté, l'accélération. L'accélération qui induit beaucoup de changements pour les créations culturelles et pour les politiques culturelles. Je vous en donnerai 2 exemples qui m'ont amusé sans vraiment m'amuser. Le premier, c'est un nouvel outil numérique qui vient de sortir, qui s'appelle Video Speed Controller. Et alors, ça vous permet de voir un épisode de série accéléré en 1,3 fois, ce qui permet de le voir en 17 minutes au lieu de 22. Et donc, vous pouvez en voir plus dans une même soirée ou une même nuit. C'est le fast-food de la série. Et puis, vous avez une start-up française numérique dans le champ culturel, si je puis dire, qui s'appelle Coops. Vous remarquerez que c'est books inversé. Et ça marche par abonnement. Et grâce à cet abonnement, vous avez des condensés d'ouvrages. Donc, vous pouvez avoir l'air très cultivé et en peu d'efforts. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une tendance à la boulimie culturelle ou à quelque chose qui ressemble à cela, et j'y reviendrai. Ce que je viens de dire va de pair avec la surabondance qui a été évoquée tout à l'heure et sur laquelle je reviendrai, c'est-à-dire une propension à la surproduction qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui a toujours été très forte dans le monde culturel, qui peut s'expliquer comme un mode de gestion du risque. On ne sait pas très bien ce qui va marcher, donc on produit beaucoup et on verra bien. Et ce qui est très frappant, et à rebours d'autres industries, c'est que c'est aussi un mode de gestion des crises. C'est-à-dire quand ça va mal, on surproduit dans l'espoir de produire quelque chose qui va fonctionner extrêmement bien. Et ça, c'est très atypique dans le champ culturel. Alors, on le voit, par exemple, dans le domaine de l'édition, avec le nombre de titres nouveaux qui paraissent chaque année. 45 000 en France, ce qui est beaucoup trop par rapport à ce que peut absorber le marché, le libraire et même le supermarché, dirais-je. Et puis, un rapport entre, par exemple, dans le champ du spectacle vivant, un rapport qui est peut-être trop déséquilibré entre le nombre de productions nouvelles et le nombre de représentations. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué il y a bien longtemps pour le ministre Jean-Jacques Ayagon dans un travail sur l'intermittence, mais je crois que c'est un sujet qui est récurrent et qui interroge beaucoup de choses, parce qu'on voit bien pourquoi on est tenté de surproduire, parce qu'il y a tant de choses à faire et tant d'artistes qui ont beaucoup d'idées, etc. Mais en même temps, la faiblesse du nombre de représentations est la source de beaucoup de frustration et peut-être aussi de surcoût. Donc il y a là aussi un bon équilibre à trouver.
Autre élément, l'emprise de l'événementiel, qui va sans doute avec l'immédiateté et l'accélération, mais cette emprise de l'événementiel est extrêmement frappante, par exemple, dans le domaine des musées. Et je crois qu'il ne faut pas mépriser cela, parce qu'en même temps, c'est une manière de faire venir des jeunes qui peut-être ne seraient pas venus dans les musées. Moi, je l'ai vécu, j'ai été pendant 6 ans au conseil d'administration du Louvre. J'ai bien vu, par exemple, simplement le fait d'ouvrir la nuit de temps en temps fait venir un public nouveau, qui vient peut-être pas pour les œuvres, mais c'est pas grave, il entre dans le musée et c'est déjà pas mal. Une dialectique de l'ouverture et de l'enfermement, on le sait bien sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'amis, et ces amis, ce sont des gens qui pensent comme vous. C'est-à-dire qu'à la fois, on ouvre vers de nouveaux amis qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés dans la vraie vie, si je puis dire, mais en même temps, on pense tous la même chose, et donc on a à la fois de l'enfermement et de l'ouverture, et ce qui peut donner lieu d'ailleurs au mouvement peut-être un peu inquiétant au point de vue idéologique qu'on rencontre aujourd'hui. Et enfin, l'individualisation des pratiques culturelles sur les écrans tout particulièrement. Voilà donc toute une série de mouvements qui sont importants et qui sont un peu l'arrière-fond avec lequel on travaille quand on est un artiste, quand on est un écrivain, quand on est un auteur en général, ou quand on essaye de mener une politique culturelle. Alors, pour essayer de préciser un peu tout cela, j'ai prévu de développer 2 points. Premier point, peut-être un peu plus généraliste, sur ces transformations radicales que l'on rencontre, qui me semblent conjuguer à la fois le global et le numérique, et puis quelques réflexions sur des voies nouvelles. Et ce qui m'a frappé d'ailleurs dans la visite que nous avons eue, par exemple tout à l'heure, c'est à quel point les exemples que je vais vous proposer, qui sont des exemples plutôt français, vous verrez qu'ils font écho finalement à ce qui se fait dans la ville de Fribourg, et donc je crois que ce sera peut-être stimulant de ce point de vue-là. Alors le premier point donc sur cette transformation radicale, c'est la globalisation. La globalisation, on la voit tous les jours, elle est largement critiquée. Elle est intéressante dans le champ culturel parce qu'on croit peut-être y échapper, parce que le champ culturel, c'est là où s'expriment peut-être les identités et ce qui peut être local, mais en réalité, on la voit partout, cette globalisation. Elle induit d'ailleurs de nouvelles concurrences. Prenez par exemple le marché de l'art. Qu'est-ce que veut dire la globalisation sur le marché de l'art? Ça veut dire, comme il y a de plus en plus de musées partout, et qui paradoxalement se ressemblent beaucoup, c'est un des effets de la globalisation, eh bien, on voit le prix, tout simplement, des œuvres d'art qui explose. Il faut voir que le chiffre d'affaires des enchères mondiales l'an passé a augmenté de 18%, et les prix de la même manière. Et quelles sont les industries dont le chiffre d'affaires augmente de 18% en un an? Elles ne sont pas si nombreuses aujourd'hui. Pour acheter un Zhao-Wauki, pour prendre un artiste important, il faut 155 millions de dollars. Alors évidemment, tous les musées ne sont pas obligés d'en acheter un, mais quand même, on voit quand même les concurrences, ces concurrences qui vont s'exercer et qui s'exercent ensuite entre les pays, entre les musées, entre les offres culturelles, etc. La globalisation, elle est aussi celle des industries culturelles. Peut-être y a-t-il des musiciens ici, mais on sait très bien que le nouveau mode de consommation de la musique, c'est le streaming. Le streaming, ce sont des plateformes, et ce sont des plateformes qui offrent, par exemple, alors vous avez Apple et puis vous avez Spotify. Enfin, pour une fois, c'est une plateforme européenne, ça c'est peut-être une bonne chose, mais ces plateformes vont proposer quelque chose, je le dis de mémoire, comme 35 millions de titres sur Spotify. Alors on a à la fois la surabondance, la globalisation et le fait que du coup on a des distributeurs de musique qui sont très concentrés avec toutes les questions que ça peut poser. Donc la globalisation, on la voit au niveau généraliste, mais ensuite elle va se poser au niveau local, bien entendu, quand il s'agit de l'émergence d'artistes, etc. Globalisation qui va de pair aussi avec l'industrialisation du spectacle vivant. Je voudrais juste en dire un mot, car on y est très sensible en France, mais pas seulement en France, dans toute l'Europe et dans le monde. C'est-à-dire, on voit bien le rachat de salles qui se fait par des grandes entreprises comme Live Nation, américaine, dans une moindre mesure le groupe Bolloré en France par exemple, et non seulement rachat de salles, mais aussi rachat de festivals, des marques, et des festivals qui deviennent du coup des marques mondiales. Vous avez par exemple Tomorrowland, qui est un festival de DJ qui se tient en été en Belgique, 400 000 places qui se vendent en quelques heures. Donc voilà, on a cet événementiel globalisé et on a à présent, pas tellement loin d'ici, à l'Alpe d'Huez,
ce festival qui s'installe de nouveau et avec un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros. On est loin donc des petites structures et des logiques des petites structures. Et prenez un autre festival peut-être moins, pardon, tape à l'œil, comme Rock en Seine, qui a été revendu à Mathieu Pigasse, banquier, et AEG, qui est une entreprise américaine, pour plusieurs millions d'euros. Voilà. Et l'argent qui avait été versé, ça c'est intéressant du point de vue des politiques culturelles, qui avait été versé sous forme de subvention par la région Île-de-France pour ce festival, eh bien, bon, on ne l'a pas récupéré dans l'affaire. Donc voilà, la globalisation, c'est aussi évidemment la concurrence pour le tourisme, et ce tourisme global est extrêmement important. Il y a donc des concurrences entre les pays. C'est une industrie qui croît extrêmement vite, et évidemment avec toutes les problématiques de sur-effectifs touristiques et de destruction via le tourisme. J'y reviendrai si on a le temps. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est qu'en même temps, la globalisation, elle induit un double phénomène qui a été mis en évidence par un excellent économiste qui s'appelle Tyler Cowen, c'est qu'elle réduit sans doute la diversité entre les sociétés, de même qu'elle réduit un peu les inégalités économiques entre les sociétés, mais en revanche, elle produit de la diversité à l'intérieur des sociétés. On voit bien, aujourd'hui, on se promène à Fribourg et on a différentes gastronomies, on a aussi des musiques du monde, etc. Donc, autrement dit, on a quand même cet effet de diversité à l'intérieur des sociétés qui est extrêmement intéressant, avec des phénomènes de remix, etc., que je crois assez forts. Alors, j'ajouterai aussi qu'il y a de nouvelles scènes artistiques qui peuvent se développer aussi à la faveur de la mondialisation. Quand on pense par exemple à la scène artistique africaine qui est extrêmement aujourd'hui l'art contemporain africain qui devient, si je puis dire, à la mode, il a été à travers un mouvement qui est intéressant à observer. Il y a eu des grandes expositions comme Magicien de la Terre en 89 ou Africa Remix, et ces grandes expositions, on les a vues pas seulement en France, ce pays très lié évidemment à tout le continent africain, mais en Belgique bien entendu pour des raisons analogues, mais aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, etc., avec des artistes de premier plan, comme la photographe Sédou Keïta au Grand Palais en 2016, etc. Ensuite, vous avez des grandes collections qui se développent, dont une qui est suisse, celle de Jean Pigotti à Genève. Et puis, vous avez le soutien qui va arriver d'une institution puissante, qui est la Biennale de Venise. Et là, se constitue véritablement un marché de l'art qui se développe, pas seulement à travers les diasporas, si je puis dire, africaines, mais aussi en Afrique même, à travers, par exemple, une fondation pour l'art contemporain à Cotonou. Ce n'était pas inscrit d'avance. Voilà, je vous ai mis juste un exemple d'un artiste qui est exposé à Beaubourg. Là, vous avez une photographie qui est assez intéressante. Voilà, alors j'essaye d'aller plus vite. Le numérique, maintenant. Le numérique, qu'est-ce qu'il fait à tout ça ? Eh bien, il complique encore un peu les choses et il va se conjuguer à la globalisation. Qu'est-ce qu'il fait, le numérique ? Alors, je vais aller très vite. Je pense qu'on peut garder ça pour peut-être le débat. Il individualise, bien entendu, les pratiques culturelles, ce qui pose beaucoup de questions, d'ailleurs, par rapport à la politique publique. Il induit un moindre rapport à la propriété. Prenons l'exemple de la musique. On ne possède plus les œuvres, on les écoute en streaming. Une économie de la gratuité est donc liée à une économie de la donnée, parce que quand c'est gratuit, il faut bien monétiser quelque chose, et c'est la donnée. Une infinie diversité de l'offre, plus grande encore qu'auparavant. On trouve tout sur Internet. Il y a des milliards de pages qui sont en concurrence. Et de ce fait, on a besoin de recommandations. Donc, toute une économie de la recommandation. Et on se met entre les mains de ceux qui vont nous proposer ces recommandations. La concurrence des plateformes. Et les plateformes, j'évoquais Spotify tout à l'heure, qui est européenne. Mais à part Spotify, soyons clairs, elles sont pour l'essentiel, en tout cas les grandes plateformes, qui ont le pouvoir et qui ont en grande partie le pouvoir culturel. Elles sont nord-américaines et chinoises. Déstructuration parfois du tissu urbain, parce que quand Amazon au départ c'était des livres, et puis c'est de plus en plus de choses, ça veut dire aussi la déstructuration, au moins pour partie, du tissu urbain, puisque ce qui va se passer, c'est la disparition de beaucoup de commerces de détail. La désintermédiation, beaucoup dans une chaîne de valeur qui va de l'auteur jusqu'au
consommateurs culturels, eh bien, il y a des intermédiaires qui disparaissent, ou des intermédiaires, en tous les cas, qui sont largement mis en question. Le libraire, par exemple, avec une baisse de la valeur et donc un bouleversement des modèles économiques. Et enfin, dernier point et pas des moindres, la création qui est interrogée. Regardez tout ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle et qui est extrêmement intéressant, hein, où on voit des créations faites à partir de robots. Voilà, alors beaucoup de questions et peu de réponses. Alors je vais essayer quand même d'en évoquer quelques-unes, en tous les cas d'évoquer quelques voies de réflexion autour de quelques points. Le premier, le participatif, évidemment. Ce n'est pas simplement l'air du temps, ça signifie quelque chose. Et l'engagement qui va de pair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est aujourd'hui, et c'est sans doute l'antidote de la globalisation, dans des logiques de proximité, de diversité, de participation, de co-création. Le deuxième élément, c'est la déconstruction des frontières entre le privé et le public, on voit bien que tout ça explose, frontières entre les disciplines, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça s'accentue beaucoup, frontières aussi par rapport à quelque chose qui était très fort, notamment dans les politiques culturelles françaises, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais c'est celle de la séparation entre, je pourrais dire, l'excellence et le populaire, et j'en dirai quelques mots. Et puis enfin, dernière voie de réflexion, l'impératif de soutenabilité qui est au cœur de la réflexion qu'on a aujourd'hui et qui est évidemment fondamental. Il faut des modèles économiques soutenables qui tiennent la route dans le long terme. Il faut des modèles économiques qui soient soutenus aussi par le politique dans le long terme. Il faut donc des consensus autour de la culture et tout ça implique peut-être aussi un peu d'évaluation, de mise en question quelquefois, qui sont parfois nécessaires. Alors je commence par le participatif et l'engagement. On glisse aujourd'hui de la croyance dans une économie de l'offre. On se disait, par exemple, on va mettre sur tout le territoire de l'offre culturelle et dans le fond, ça créera sa demande. Et on voit bien que ça ne crée pas la demande parce que ça se heurte à des obstacles socioculturels que nous connaissons tous. Alors on a essayé d'y répondre et je crois que les réponses, en tout cas qu'on donne en France aujourd'hui, ne sont pas appropriées. C'est celle d'une démocratisation par le prix ou par la gratuité ou par les passes culture, c'est-à-dire donner de l'argent. Et je crois, ça me semble assez évident, ce sont le résultat de toute la sociologie de la culture, que les barrières ne sont pas des barrières économiques ou elles le sont de manière assez périphérique. Ce qui est important, c'est évidemment d'arriver à déconstruire des barrières qui sont beaucoup plus c'est pas fait pour moi ou ça m'intéresse pas, etc. Et donc ça implique une réflexion d'une toute autre nature, peut-être des politiques de gratuité sélective, mais surtout tout le travail sur l'intermédiation. Quel type d'intermédiation qui passe aussi peut-être aussi par une offre révisée. J'évoquais tout à l'heure l'événementiel. Pourquoi pas, hein? Si c'est ce qui intéresse une partie des publics, quelque chose qui frappe, pourquoi pas? Moi, j'avais travaillé il y a longtemps avec Jacques Lang. On avait lancé les journées du patrimoine. C'est de l'événement. Les gens vont faire le patrimoine ce jour-là. Il y a eu la fête de la musique, etc. Donc l'événementiel, ça peut aller en parallèle avec un travail de fond. La volonté maintenant de participer, c'est une évidence. Alors on la voit à travers ce qu'on pourrait appeler des consommations citoyennes qui passent par des recommandations qui ne sont pas celles des plateformes cette fois-ci, mais celles des individus qui se parlent soit dans la vraie vie, soit autrement, et à travers des interactions. Et je voudrais mentionner cet anthropologue japonais que j'ai trouvé intéressant. La culture de la participation est une culture avec des frontières relativement fines, avec l'expression artistique et l'engagement civique. Et je trouve que ce lien entre, justement, culture de la participation, expression artistique et engagement civique, c'est quelque chose qui doit vraiment être mis en avant. Un fort soutien à la création et au partage de création, une forme de mentorat informel entre les anciens et les nouveaux membres, une culture de la participation est également une culture dans laquelle les membres croient en la valeur de leur contribution, ressentent les liens sociaux forgés entre eux, etc. Voilà, donc des expériences partagées, partage de vidéos, mais je voudrais insister là-dessus. Par exemple, on voit des phénomènes extrêmement intéressants se développer aujourd'hui autour de l'autoproduction. Les plateformes d'auto-édition, par exemple, où les artistes musiciens qui, grâce aux technologies contemporaines, peuvent s'autoproduire et qui leur permettent d'entrer dans les mondes culturels. Là, c'est pas seulement le côté
consommateur, c'est aussi le côté producteur. La participation, évidemment, c'est aussi le financement participatif, très important. J'y crois beaucoup, moi. Et financement participatif, d'une certaine manière, ça a toujours existé. Mais Internet change évidemment la donne et change surtout la dimension que ça peut prendre. Ça peut être et surtout ce qui me semble intéressant dans le financement participatif, c'est pas seulement l'argent, je dirais, qu'on arrive à récupérer. C'est pas négligeable évidemment parce que ça peut aider à boucler un budget. C'est surtout l'engagement que ça implique, c'est-à-dire les gens qui vont donner de l'argent se trouvent engagés et vont aussi ils vont constituer une espèce de réseau de soutien de ceux qui ont participé à tel ou tel financement. Alors, je vous ai mis un exemple parce qu'il est amusant, mais qui n'est pas nécessairement le plus significatif. Non pas celui-ci, ça c'est un tout petit financement participatif, tout simplement pour un jardin dans un petit village. Mais là, vous avez celui dont on a beaucoup parlé en France, qui est pour un château, qui est dans un état absolument catastrophique. Vous allez voir, là, vous voyez, il y a de l'herbe qui pousse partout, etc. Et l'idée qui a prévalu, c'était de rendre les gens propriétaires avec 50 € d'un petit bout du château. Alors, ils ont reçu un titre de propriété, donc il y a eu plein d'argent et plein de contributeurs, comme vous le voyez, presque 18 544. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans le fond, ce que les gens expriment, c'est aussi une empathie avec les projets culturels, et on trouve ça beaucoup dans le spectacle vivant, dans le cinéma, dans la vidéo, dans les jeux vidéo, etc. Voilà. Donc, un point qui me semble central, c'est cette volonté donc, de participer. Je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui développer des politiques culturelles sans avoir cela en tête. Alors, déconstruction des frontières, ce sera ma deuxième piste de réflexion. Cette déconstruction des frontières, elle peut se faire à beaucoup de niveaux. Je reviendrai sur chacun des points. Il me semble qu'elle est très forte aujourd'hui entre les champs disciplinaires, entre les formes artistiques, et explose par exemple la séparation qui a été longtemps forte entre art et artisanat, entre art et luxe, pour le meilleur et pour le pire. On verra aussi que se déconstruisent les frontières, me semble-t-il, entre l'excellent et le populaire, et puis entre le privé et le public, avec la vogue des fondations, qui est très forte. Ça existait déjà de manière assez forte en Suisse, moins en France, mais on voit ça beaucoup se développer. Ça pose quand même beaucoup de questions, avec la privatisation des lieux de culture. Et je crois que là, il faut à la fois être, je dirais, heureux et malheureux de tout ce qui se passe. Alors, on va commencer par le bonheur quand même. Entre champs disciplinaires, là vous avez une photo du Palais des Papes lors d'Avignon, lors du Festival d'Avignon. On voit toute cette foule. Ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, un festival de spectacle vivant, ça n'est plus un festival de théâtre ou de danse, etc. Alors, ça fait longtemps que ça existe, mais maintenant, c'est devenu très, très fort. C'est-à-dire qu'on a fait éclater ces frontières, et je crois que c'est une très bonne chose. Le deuxième élément, entre art et artisanat, regardez, c'est très intéressant, ça. Au Japon, où le rapport à la culture est très différent, et au patrimoine, on considère que le patrimoine, c'est vivant. Mais c'est vivant à tel point qu'on classe des bâtiments, mais on classe aussi des individus qu'on appelle trésors nationaux vivants. Et vous voyez quelqu'un qui est classé, voilà, qui est un grand artiste, en fait, hein, qui s'appelle Moriguchi. Et cet artiste, en fait, c'est un artiste de l'artisanat. Hein. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est la peinture sur kimono. Hein. C'est de l'artisanat. Mais en fait, on considère à la fois que c'est un trésor patrimonial et que ça fait partie pleinement de l'art. Et il me semble que c'est très, très intéressant, cet éclatement des frontières donc, entre ces domaines, et j'y reviendrai tout à l'heure sur des exemples. Enfin, éclatement des frontières entre l'art et le luxe. Alors là, ça, c'est frappant. Et là, l'ambivalence est grande. Vous avez, par exemple, une grande artiste, Joana Vasconcelos, qui est une artiste portugaise, qui avait fait ce qu'elle appelle des Valkyries, et là, vous les voyez à Versailles. Elle a aussi installé des Valkyries dans un grand magasin de luxe qui s'appelle Le Bon Marché à Paris. C'est quelque chose d'assez beau. Mais alors, j'écoutais une interview d'elle et elle disait « Oui, je suis contente parce que mes Valkyries au Bon Marché, elles retrouvent le même public que dans les musées. » Et j'aurais bien aimé être en face d'elle et lui répondre, c'est justement ça le problème, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ce seul public, et on va en parler. Alors vous voyez justement
dans l'éclatement des frontières, moi je trouve extrêmement important de faire éclater les frontières entre l'excellence et le populaire. Alors l'excellence, pardon, la photo est mauvaise, c'est une capture d'écran d'une émission que j'aime beaucoup sur Arte qui s'appelle Le Dessous des cartes. Et cette émission essaye d'expliquer, enfin, c'est l'excellence Arte, hein, c'est la très grande qualité, mais je crois que le travail que fait de plus en plus Arte, c'est d'essayer de mettre cette excellence à portée de tous à travers des émissions qui sont assez faciles à écouter, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à sortir de là. C'est-à-dire la Arte, chaîne franco-allemande, reste en dessous de 3%, autour de 3% d'audimat, c'est trop peu, c'est très peu. Et un magasin Leclerc. Alors pourquoi un magasin Leclerc? Lorsque, au début du ministère de la Culture, quelqu'un qui était un grand bonhomme, qui s'appelle Augustin Girard, qui a créé le département des études du ministère de la Culture en France et qui avait beaucoup travaillé avec André Malraux, réfléchissait un jour à la question justement de la démocratisation culturelle et il disait avec quelque amertume d'ailleurs, ben dans le fond, l'État finance ou les collectivités locales financent des opéras, des grandes salles de concert, etc. Mais le peuple, où est-ce qu'il consomme de la culture? Eh bien, s'il en consomme, c'est plutôt à la télévision et dans les supermarchés. Et ça, Leclerc l'a très bien compris. Et de plus en plus, il crée des espaces culturels Leclerc, beaucoup moins intimidants qu'une librairie, etc., où vous pouvez acheter des livres, des billets de spectacles, etc. Et alors cet éclatement donc, des frontières, je crois qu'il faut continuer de le travailler, car il est absolument essentiel. Alors, si j'essaye d'aller un petit peu plus loin, éclatement enfin des frontières entre privé et public. Là, vous avez, je dirais, le luxe. Et encore que ce sera intéressant de voir le profil des publics. Je pense qu'on est un petit peu plus au large. C'est la Fondation Louis Vuitton qui a ouvert récemment à Paris, dans le jardin d'acclimatation, avec un très beau geste architectural de Franck Gehry, et des expositions de premier plan. Alors c'est formidable d'un côté, ça accentue l'offre culturelle parisienne, etc. En même temps, ça inquiète beaucoup les institutions publiques, un peu perturbées par ça, qui se disent « mais le mécénat Vuitton, ben, on l'a perdu, effectivement, ils l'ont perdu. Hein. C'est-à-dire que maintenant, l'argent privé va dans ces fondations. Et donc, il y a toute une réflexion à mener, justement, comment on fait évoluer la relation public-privé, comment on essaye de récupérer éventuellement de l'argent privé, on en a besoin, dans des lieux publics, et sachant que l'argent public va beaucoup aux lieux privés. C'est-à-dire que la Fondation Vuitton a été ouverte notamment grâce à beaucoup d'avantages fiscaux. Alors, si on regarde par exemple là, des lieux de culture, comme un musée qui n'est pas rien, mais qui n'est pas non plus le plus grand musée parisien, qui est le musée Jacques-Marandré, ben, qu'est-ce qu'on fait? On loue des espaces, on travaille sur les espaces. Quand je regardais par exemple cet espace, je me disais la soutenabilité d'un modèle économique impliquera sans doute de jouer entre privé et public, et peut-être aussi de savoir valoriser ces espaces. J'espère que je choque personne, mais je pense que c'est un vrai débat. Alors, éclatement des frontières publiques-privées. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est une nouvelle salle de théâtre qui vient de s'installer à Paris, s'appelle La Scala, et fait un formidable travail. Et là aussi, ce sont deux personnes privées, passionnées de théâtre, et qui se lancent. Et c'est pas facile, je dois dire, parce que la concurrence est sévère. Vous savez, on a, en matière de politique culturelle, on a toujours envie de développer l'offre, comme je le disais, mais il faut évidemment toujours réfléchir à la soutenabilité de cette offre. Alors, ça m'amène à mon dernier point sur la soutenabilité des modèles, parce que privatiser, c'est peut-être, mais c'est pas au sens de monétiser des espaces, pourquoi pas, mais sachant que ces espaces, évidemment, ils sont souvent très attractifs pour les entreprises privées. On observe, par exemple, que beaucoup d'entreprises, maintenant, veulent organiser des événements dans des espaces culturels qui souvent respectent les normes de sécurité, je ne sais pas ici, mais qui proposent un complément culturel, tel une exposition, un concert, etc. Donc voilà, ça va dans le sens de quelque chose qu'on attend. Mais tout cela se fait aussi, et c'est ça qui est très intéressant, de plus en plus dans des lieux de taille intermédiaire. Et où vous avez par exemple une petite société qui s'appelle Opérel en France, et qui a été créée avec une autre, donc, et qui propose justement
régulièrement des lieux de petite taille pour des rencontres de divers titres. Alors, comment faire que... Oula, je fais tout sauter, moi. Pour faire que tout cela soit soutenable. Alors, je vais aller très vite. Je vais évoquer quelques éléments, ce qu'on appelle la longue traîne, je vous ai expliqué. La question du retour vers le présentiel, qui me semble extrêmement important, celle des écosystèmes. J'évoquerai le cas de Pantin, mais qui me semble rebondir un peu avec ce qu'on voit ici. Le réenchantement des territoires, et puis peut-être quelques mots sur l'environnement. Donc voilà, tout ça très vite. J'ai un peu dépassé. Je prends un petit peu. Hein, ça fera moins de discussion. Voilà. Alors, la première chose sur la polarité, ce que je trouve très très important, c'est qu'on est entré, je le disais tout à l'heure, hein, avec la mondialisation, dans des situations de méga concerts qui marchent, disons-le, hein, du feu de Dieu. Il y en a en Suisse, il y en a beaucoup. Je crois que c'est très très important de trouver l'équilibre avec des structures qui, elles, sont artisanales, semi-artisanales, c'est ce qu'essayent de faire même par exemple des petits lieux relatifs, hein, comme le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, qui est un théâtre public, et qui essaye de faire venir, par exemple, Camille, chanteuse. Voilà, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de tenir les deux bouts de l'histoire. Les deux bouts de l'histoire, en économie, allez, un tout petit peu d'économie, ça s'appelle la longue traîne. Qu'est-ce que ça veut dire, la longue traîne? Alors, ça veut dire qu'on vend, mais on produit aussi, hein, très peu de best-sellers, en beaucoup d'exemplaires. Vous voyez les quantités qui montent là-haut. Et de l'autre côté, c'est ça la longue traîne, c'est la longue traîne de toutes ces œuvres qui se vendent très peu. Et l'idée qui a commencé à prévaloir chez les économistes et à partir d'un travail qui avait été fait en fait par un journaliste, c'est de se dire que peut-être ce sur quoi il faut travailler, on trouvera toujours au milieu des choses qui se vendent moyennement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire remonter les produits de niche. Internet y aide, hein, parce qu'avec Internet, par exemple, si vous avez un public même d'un spectacle vivant, très disséminé dans le monde, vous allez pouvoir atteindre ce public physiquement disséminé, vous l'atteignez virtuellement grâce à Internet. Ça implique évidemment de se faire connaître. Mais en tous les cas, les promesses de la longue traîne ne sont pas négligeables et c'est un des thèmes qui est important aujourd'hui dans le monde qui réfléchit donc à comment on peut faire vivre les produits de niche autrement grâce justement en utilisant les réseaux sociaux. Jouer sur le présentiel. Vous savez, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais un colloque académique à Princeton, et il y avait un universitaire qui avait expliqué, c'était pourtant il y a des années, il avait expliqué que les artistes désormais gagneraient plus, en tous les cas dans les musiques actuelles, etc., gagneraient plus grâce aux concerts que grâce aux disques. Les disques n'avaient pas encore quasi disparu. Et c'est une idée importante et on retrouve ça, regardez par exemple, moi je suis très frappée par le fait que malgré les écrans, il y a beaucoup de gens dans les salles de cinéma. Malgré l'Internet, il y a beaucoup de gens dans les salles de spectacle. Et quand on s'interroge là-dessus, on se dit qu'est-ce qui se passe? Eh bien les gens ont justement besoin de l'antidote. C'est-à-dire que plus ils sont individualisés avec des écrans, et plus, paradoxalement, a priori, mais en réalité, ce n'est pas du tout paradoxal, ça s'explique très bien, ils retournent dans les salles parce qu'ils y recherchent, alors non seulement une consommation culturelle, dirais-je, mais aussi une expérience, un moment de socialisation. Et une offre culturelle doit être aujourd'hui, je crois, pour être durable, un moment de socialisation. C'est pour ça que j'ai mis cette image de librairie. Les librairies qui tiennent le coup aujourd'hui, ce sont les librairies qui offrent pas seulement la possibilité d'acheter des livres, on peut très bien sur Amazon, il y a même plus d'offres, mais aussi non seulement du conseil, mais de la socialisation, quelque chose qui se passe et qui fait qu'on sort de chez soi et que l'individualisation est moins dure à vivre. De même, voilà, je vous ai mis le théâtre de l'Atelier qui est plein. Là, j'y étais la semaine dernière, j'ai eu du mal à avoir des places. Et voilà, il se passe vraiment quelque chose sur ce terrain-là. Les écosystèmes, essentiels. Je donne un exemple, celui de Pantin. Pourquoi j'ai choisi Pantin? Pantin, c'est dans le nord de Paris, c'est une banlieue qui était pauvre et qui est en train d'exploser littéralement. Qu'est-ce qui s'est passé? La ville de Pantin, très intelligemment, a décidé de jouer, pas seulement sur l'art, l'artisanat, l'attrait
pour des gens qui peuvent plus se payer, il faut bien dire ce qui est, qui peuvent plus habiter à Paris, essayer de faire venir des écoles, etc. Bâtir un écosystème. Et je crois que ça, c'est absolument essentiel. Par exemple, j'ai un petit peu travaillé sur le Louvre à Lens pour l'instant. Le Louvre marche très très bien. Hein. Les gens viennent, ils prennent le TGV, ils arrivent à Lens, ils descendent du TGV, ils rentrent dans un bus, ils vont au Louvre, ils reprennent le bus, ils repartent. Et il ne se passe rien pour Lens. Hein. Donc, bâtir des écosystèmes, c'est absolument essentiel. Et ce qui est intéressant aussi à Pantin, c'est qu'on a essayé aussi de marier l'art et l'écologie. Je donne l'exemple d'arbustes, etc., de plantes, mais avec des systèmes aussi de récupération des eaux, enfin, une ville qui se repense, et tout cela s'est fait notamment autour d'un bâtiment qui est devenu un peu phare. Ce sont les anciens magasins généraux de Pantin. Je crois que ça fait écho un petit peu à des choses qui se passent ici. On a une logique de ce qu'on appelle en économie ou en géographie économique des clusters, c'est-à-dire vraiment une mise en réseau d'entreprises, etc. Alors, je voudrais, j'ai presque fini, donner un dernier exemple qui me semble tout à fait, là aussi, essentiel, réenchanter les territoires. On y est un petit peu à Pantin, on y est encore plus ici. Là aussi, banlieue difficile, Clichy-sous-Bois, il y a, c'était en 2005, émeute très violente, et deux jeunes, je crois qu'ils étaient deux, sont électrocutés parce que la police courait derrière, ils rentrent dans un truc électrique et ils sont électrocutés. Les émeutes ont été très violentes, et c'était un endroit où il y avait une tour, la tour Utrio. Alors au départ, l'État a essayé de répondre en disant « on va faire une Villa Médicis », c'est-à-dire un lieu d'accueil des artistes, en banlieue, dans cette tour. En fait, on s'est aperçu que la tour, enfin, on a mis très longtemps à s'en apercevoir, disons-le. Hein. Mais on s'est aperçu que la tour n'était pas viable, on a détruit la tour et on a construit un bâtiment qui est provisoire, donc une structure éphémère, en attendant un véritable lieu qui sera à la fois un lieu de création et de transmission et qui s'appellera les ateliers Médicis. Donc voilà quelques exemples. Le dernier exemple que je pourrais mentionner, c'est le 6B à Saint-Denis, lieu de création à petit prix, pour des artistes et des artisans, toujours cette idée, avec, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé une plage festive pour accueillir les gens et des actions socio-culturelles à destination des habitants. Ça ressemble un peu à la visite rapide que j'ai eu le plaisir de faire de Fribourg. Et à propos du 6B, ce qui est intéressant, c'est qu'un des architectes de ce lieu explique que c'est pas seulement pour des projets alternatifs, c'est aussi pour répondre à des besoins du territoire de toutes sortes. Et un effet positif, c'est que les aménageurs ont renoncé à construire le long du canal au profit d'un espace public. Ils se sont rendus compte que ça avait un intérêt et ont reconnu l'importance de la préservation de la dynamique culturelle qui était en jeu. Et là, le 6B est en train de se transformer en institution pérenne. Alors donc, je ne conclurai pas parce que j'ai vraiment dépassé mon temps. Je voulais juste peut-être dire un seul mot. C'est que je trouve que tout ça est d'autant plus important qu'on est dans un moment qui, idéologiquement, politiquement, etc., est extrêmement inquiétant. Et je crois que vraiment la culture doit être un des leviers pour repenser une société un petit peu plus inclusive et un petit peu plus généreuse. Voilà, merci.